De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir à toutes et à tous, de retour pour cette deuxième partie d'émission. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Backseat un ou une invitée politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons Pierre Larouturou. C'est Guillaume Meurice qui a un peu chauffé la salle avant l'arrivée de Pierre Larouturou. Bonjour Pierre Larouturou, comment ça va? Bonsoir Jean, très bien, très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Avec grand plaisir. Pierre Larouturou, vous êtes un homme de gauche, un homme engagé à gauche, élu également au Parlement européen. Vous êtes le fondateur et actuel porte-parole d'un parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne. Vous êtes économiste de formation. Vous êtes candidat actuellement à la primaire populaire. Oui. C'est tout ou il manque des trucs? Parce que vous avez été rapporteur général du budget. Je suis rapporteur général du budget. J'ai fait une grève de la faim de tout le... Je suis rapporteur de tout le budget européen pour le Parlement. Et il y a un an, j'avais fait une grève de la faim pendant 18 jours pour montrer qu'on peut avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour le climat. Avec une taxe. Et puis, je voudrais vous dire quand même, dans votre première émission, vous disiez que la politique, c'est souvent chiant. Et c'est vrai qu'il y a des fois c'est chiant. Je suis dans des réunions au Parlement où on fait semblant, le commissaire européen fait semblant. Il y a des fois c'est chiant, et puis il y a des fois c'est des bonnes nouvelles, il y a des solutions. Et ce que j'aimerais montrer ce soir, c'est qu'il y a des solutions pour gagner la bataille du climat, qu'il y a des solutions contre la précarité, qu'il y a des solutions pour se rassembler. Je suis un très bon copain de Guillaume. J'adore tous les soirs quand je rentre chez moi à 23h, j'écoute ses podcasts, je suis allé voir son spectacle. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens de faire bouger la politique. Guillaume, tout à l'heure, il disait ils sont tous nuls. Il n'a pas dit oui, tous mais pourris, il a dit tous nuls. Alors est-ce que vous allez réconcilier? C'est peut-être un des rares débats avec Guillaume, un des rares points où je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté à cette primaire populaire? Vous voulez être président de la République, Pierre Larouturou? Je veux surtout qu'on change l'équipe qui nous dirige aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de pleurer quand il y a 30 personnes qui meurent dans la Manche. Ça ne sert à rien de pleurer parce qu'il y a des millions de gens qui vivent dans la précarité, qui vivent avec le RSA. Pour moi, la politique, c'est très concret. J'ai une copine qui vit à Mulhouse avec le RSA et qui m'explique qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, elle a peur que ce soit un huissier qui va la foutre dehors. Toutes les semaines, il y a des paysans qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ce n'est pas une fatalité. C'est Bruno Le Maire et Michel Barnier qui ont décidé de changer les règles des politiques agricoles. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident. Pour moi, la politique, à chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, un SDF, à chaque fois que dans mon quartier, je vois un enfant qui est en situation d'échec scolaire, je me dis, putain, c'est vraiment scandaleux. On aurait tout pour vivre dans une société beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Et à cause de ceux qui nous dirigent depuis 40 ans, là, Guillaume Meurice a raison. Tous ceux et celles qui nous dirigent depuis 40 ans ont fait de la daube, pour être poli, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Et donc j'aimerais qu'on fasse bouger les choses. Ceux qui disent depuis 40 ans, rien n'a changé, depuis 40 ans, c'est la même politique. Vous avez jamais soutenu personne depuis 40 ans, aucun exécutif? Non, mais pardon, vous avez cité les bouquins que j'ai faits. Oui, on a cité Michel Rocard, parce que sur ce qui est de la désindustrialisation du pays, etc., les politiques qui ont été suivies depuis 83, bon, Michel Rocard est aussi un... Michel Rocard, justement, pendant que j'ai fait un bouquin en 2012, c'était pour demander à François Hollande de changer radicalement de politique. Voilà. Et justement, j'avais hésité quand on m'a proposé de faire ce livre avec Michel, et on s'est rendu compte, on a d'abord réfléchi pendant 2 mois à ce qu'on était d'accord, et c'est là qu'il a expliqué effectivement qu'il fallait un changement radical de politique, ce que hélas François Hollande et Emmanuel Macron n'ont pas voulu. Mais si vous avez lu le bouquin, je peux vous l'offrir. Non, j'ai pas lu le bouquin. D'ailleurs, Léa, je ne sais pas si c'était votre anniversaire ou pas, j'ai pas tout compris, non, mais j'ai un livre. C'était une blague, mais une blague. En fait, j'ai compris. Il y a un livre livre sur le climat qui montre comment on peut gagner la bataille du climat. Voilà. Vous êtes pour un changement, vous le dites, un changement radical de direction. Vous l'avez écrit, vous le plaidez depuis plusieurs années. Vous êtes notamment un défenseur de la semaine de 4 jours. La réduction du temps de travail, c'est votre grand truc, si je puis dire, Pierre Larouturou. J'ai toujours entendu parler de vous comme ça, avec ces termes-là, avec cette proposition que vous portez. La semaine de 4 jours. Il y a quand même des trucs qui ont changé, notamment en Europe depuis cette crise du Covid. Le plan de relance de 750 milliards d'euros, le plan Macron-Merkel avalisé par le Conseil européen, le fait qu'il y ait un endettement commun en Europe. Est-ce qu'on est proche du New Deal que vous appelez de vos voeux? On en est encore très loin, fort heureusement. L'investissement massif d'argent public dans l'économie. Fort heureusement qu'effectivement, quand on risquait une récession aussi grave, dans tous les pays, on a mis de l'argent sur la table. Trump l'a fait, Merkel et Macron l'ont fait. Il fallait le faire. Et très bien. Oui, parfait. Non, mais je ne vous dis pas que ça pourrait être pire. Si on avait décidé de donner aucun vaccin, de ne mettre pas un sou dans la recherche, pas un sou dans les hôpitaux seraient complètement en train de s'effondrer. Simplement, la question, je voyais l'autre jour des médecins et des infirmiers, ils n'en peuvent plus. Ils sont tous à la limite du burn-out parce que ça fait 30 ans qu'on fait les mêmes politiques, qu'on leur dit qu'il faut faire mieux avec moins. L'an dernier, quand j'avais fait ma grève de la faim, j'étais soutenu par des climatologues, par des jeunes pour le climat, par des syndicalistes, par des gens, et puis aussi par des médecins. Et on disait qu'il fallait vraiment changer de politique. Et je me souviens d'un discours il y a 10 ans ou 15 ans de la patronne des hôpitaux de Paris. Son dernier discours comme patronne des hôpitaux de Paris devant le MEDEF, comme par hasard, c'est « il faut faire mieux avec moins ».
il faut faire mieux avec moins. Les médecins, les Propositions qu'on a infirmiers, entendues à plusieurs voilà, reprises, doivent ouais. travailler avec moins d'argent. Et puis elle démissionne, et 2 mois après, elle est la patronne d'un groupe privé qui fait des maisons de retraite, et là, elle lève des dizaines et des centaines de millions d'euros en expliquant que ça va être rentable. Donc quand elle était la patronne des hôpitaux publics, elle expliquait qu'il fallait faire mieux avec moins d'argent, et tant pis s'il y a moins d'infirmières, moins de médecins, moins de lits. Et puis 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, elle va à la bourse pour lever du fric pour un groupe privé. Je trouve ça juste scandaleux. Donc oui, il faut changer de politique. Et hélas, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron n'ont changé de politique. C'est pour ça que j'espère qu'en avril prochain, je pense qu'on est des millions à penser qu'il faut une autre politique et que c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont mettre en place ces solutions. Et que si on a 5 candidats qui disent ma priorité c'est le climat, ma priorité c'est sauver les retraites, ma priorité c'est la justice sociale, si on en a 5, c'est foutu. On va en parler. Donc il faut qu'on se rassemble. Avant ça, Usul. Ouais, Guillaume Meurice nous disait tout à l'heure, la politique, bon, en fait, ils sont tous nuls. On a parlé aussi de carriérisme, etc. Vous dites un petit peu autre chose dans le sous-texte. C'est plutôt, finalement, ils sont tous corrompus. Vous avez parlé des lobbies à Bruxelles, etc. Vous parlez de gens qui vont dans le privé, etc. Pas tous. C'est ça qui gangrène aussi notre classe politique. Je pense que c'est pas tous. Il y a des institutions qui sont très lourdes. Bon, pas tous, mais enfin, c'est la corruption en fait le problème, non? Il y a de la corruption, oui. Les lobbies sont monstrueux. Par exemple, sur la question du dérèglement climatique, c'est depuis 1958 que les scientifiques américains mesurent l'évolution du CO2. À 3000 mètres d'altitude, ils ont fait un laboratoire pour être sûr d'être très loin de toutes les pollutions, parce que déjà en 1958, il y avait un diagnostic qui disait attention, il y a un dérèglement climatique en cours. En 88, à la une du New York Times, je ne vais pas vous sortir toutes mes photos, mais à la une du New York Times, il y avait déjà la courbe du dérèglement climatique, parce que la veille, des grands scientifiques avaient convaincu la plupart des sénateurs en 1988 qu'il y avait un problème, mais que ce n'était pas trop tard et qu'il fallait en 20 ans sortir des énergies fossiles. Et à la une de tous les grands journaux en 88, c'est OK, il y a un problème, mais c'est pas foutu. On a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. Et le lobby du pétrole, Total, Exxon et les autres, on continue à dire peut-être que oui, peut-être que non, on s'en fout. Et alors ils ont arrosé, ils ont comment? Je sais pas, il y a un cynisme, oui, il y a un cynisme monstrueux. Oui, il y en a qui méritent des coups de bâton. On le voit aussi avec le glyphosate plus récemment. Exactement, des études qui sont tronquées. Vous êtes adieu qu'avec Cyril Dion, avec Ami Etienne, on a porté plainte contre 5 ministres. J'ai fait une grève de la faim, c'est pour dire que j'étais peut-être pas content quand même. Ça montre aussi qu'il y a un problème de démocratie. Il y a encore des députés qui m'engueulent, mais quand le rapporteur général du budget est obligé de faire une grève de la faim pendant 18 jours pour dire qu'il y a un problème, parce que c'est Macron qui bloque la négociation, juste pour refaire l'histoire. Oui, je veux bien que vous vous rappeliez voilà. dessus, parce que c'est quand même un épisode rare. Un rapporteur général du budget européen qui fait une grève de la faim de 18 jours pour se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord, j'ai été élu député européen. Voilà. Ouais, et puis le Parlement, j'ai été assez étonné, assez ému, m'a donné une énorme responsabilité. On est venu me voir en me demandant d'être le rapporteur général de tout le budget de l'Europe. Chaque année, il y a une ou un député qui a cette responsabilité. On m'a demandé de le faire pour 2021. C'est un job passionnant et super. Voilà. Et puis, donc, j'ai réussi à faire voter 2 rapports importants, dont un sur comment gagner la bataille du climat. Parce qu'une fois qu'on a dit la planète brûle, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut isoler des millions de maisons, il faut faire des transports en commun. Donc vous avez fait adopter ce rapport-là. Et qui dit qu'il y a des solutions pour que chacun de nous, c'est très concret. Si vous devez isoler l'immeuble où vous habitez, c'est 30 000 € chaque isolation. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 €. Donc nous, on disait comment avoir, et on a entendu les Gilets jaunes, c'est pas quelqu'un qui gagne 1 000 ou 2 000 par mois qui doit payer l'addition. Donc j'ai réussi, ça n'a pas été facile, à faire voter par 70% des députés un rapport qui dit on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Et puis, si on veut donner des aides à chaque famille, à chaque agriculteur, à chaque PME, il y a 5 propositions, mais la plus importante, c'est une taxe sur la spéculation. Donc ça, c'était ce rapport sur la lutte contre le... Donc, comment gagner la bataille du climat, avoir plus d'argent pour le climat et la santé. Là, vous n'avez pas fait de grève de la faim. Mais à quel moment vous faites une grève de la faim? Juste derrière, pardon, je ne voulais pas être le mec qui passe pour un charlot, qui est excité, qui a bu trop de café. J'ai d'abord fait voter un rapport par 70% des députés qui disent le problème est grave, mais c'est pas foutu. Et si on crée cette petite taxe sur la spéculation à 0,1%, on a chaque année 60 milliards sur la table. Juste, je vous rappelle que tous, on paye de la TVA. L'autre jour, je montrais à la présidente de la commission, quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé 20% de TVA, 20%. Et puis j'ai montré une boîte de raviolis, j'ai dit même les plus pauvres, pour manger, même les plus pauvres payent 5,5% de TVA. Un SDF ou une vieille dame qui vit avec le minimum vieillesse paye 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Alors que les marchés financiers sont à des niveaux monstrueux. Je ne sais pas si on peut faire un zoom. Ça, c'est les marchés financiers américains. Mais là, on le voit très bien. La dernière fois qu'il y a eu une crise, les marchés financiers étaient montés à 14 000. Ça, c'est le document qu'on a donné avec Cyril Dion. 14 000 quoi? 14 000 points. C'est le Dow Jones. C'est des points d'indice financier. On était monté à 14 000 avant de s'effondrer. Donc, il y a beaucoup d'argent à la bourse. En mars, on était à 32 000 et la semaine dernière à 36 000. Donc, il y a quelque chose d'obscène.
de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux ou pour le climat, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur le marché financier. Donc vous avez proposé de taxer une petite taxe sur chacune des transactions financières pour dégager ça fait 60 milliards par an. Okay. Et depuis, j'ai su que c'était la France qui bloquait. Il y a un haut fonctionnaire qui est venu me voir et qui m'a donné une preuve que c'est la France qui bloque la négociation. C'est le ministre autrichien des Finances qui dit il faut trouver de l'argent pour rembourser le plan de relance et pour gagner la bataille du climat. Et là, c'est la France d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire qui veulent juste une toute petite taxe qui fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est scandaleux. Comment attirer l'attention des citoyens? Comment dire il y a des solutions, mais il y a un blocage qui vient de la France. J'ai fait une grève de la faim. Donc c'était de la com. C'est vous assumez le fait que c'est pour attirer l'attention des citoyens. C'est pour dire que ce qui se passe, c'est, pardon, si je suis tellement engagé sur le climat, c'est que j'ai été invité il y a quelques années à Bamako, au Mali, et il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. J'ai fait des cauchemars. En France, on est plutôt protégé du dérèglement climatique. Ouais. Mais quand vous arrivez à Bamako, il vous parle du sida climatique, en disant si on ne change pas les choses, le dérèglement climatique va faire des millions de morts comme le sida. Et donc ça m'a poussé à m'engager complètement. Et le problème du climat, aujourd'hui, quand vous voyez que dans la primaire de la droite, ils n'en parlent pas du tout, et vous voyez quand Emmanuel Macron n'a rien fait. Encore avant-hier, il y a un rapport qui est sorti qui dit que la France ne tient aucun de ses objectifs. Donc je voulais juste dire, ce n'est pas un problème théorique, comme savoir où on met les colonnes de Buren ou ça. Il y a des millions de gens qui vont mourir, il y a des millions de gens qui vont devoir quitter la terre où ils sont nés si on n'agit pas pour le climat. Je comprends, mais la méthode qui consiste à faire une grève de la faim lorsque l'on est élu et en responsabilité du budget, c'est quand même particulier comme type de rapport de force politique. Ça montre qu'il y a un énorme déficit de démocratie. Parce qu'officiellement, Emmanuel Macron vous dit que le climat, c'est ma priorité. Emmanuel Macron avait créé le Haut Conseil pour le climat. D'ailleurs, il m'avait mis... il avait fait le One Planet Summit en disant la priorité, c'est le climat. Donc moi, je suis allergique aux mensonges. Il y a des gens qui sont allergiques aux antibiotiques. Moi, je pense qu'un des trucs qui tue la vie politique et qui fait que beaucoup de gens comme Guillaume Meurice désespèrent et ne vont plus voter, c'est parce qu'il y a eu tellement de mensonges. François Hollande avait dit « Mon adversaire, c'est la finance. On va faire la séparation des banques. » Il n'a même pas essayé. Sarkozy avait dit qu'il allait vouloir augmenter les salaires des gens, mieux répartir les dividendes. Il n'a même pas essayé. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui sont en colère, qui n'aillent plus voter, parce qu'on leur a raconté beaucoup de bêtises, on leur a beaucoup menti. Et j'aimerais montrer que la politique, c'est pas forcément ça. Gaspard. Mais donc, Pierre Larrouturou, on parlait aussi du coup avec Guillaume Meurice tout à l'heure de cohérence chez les candidats politiques. Et pour rappeler, et d'ailleurs ce manque de cohérence, c'est peut-être aussi en partie ce qui a pu pénaliser là très récemment Xavier Bertrand qui est arrivé, qui a eu une mauvaise surprise à la primaire au Congrès Les Républicains. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez été au Parti Socialiste, puis Europe Écologie et Verts, puis vous êtes retourné au PS. Aujourd'hui, vous êtes à Nouvelle Donne depuis 2013. Est-ce que vous avez l'impression d'être cohérent? Pourquoi vous avez autant changé de famille politique? Est-ce que c'est pas... Je pense que c'est... Je crois, justement, quand j'ai fait ma grève de la faim, il y avait un papier dans l'Obs qui dit « Il a changé souvent de parti, mais jamais de conviction et jamais de combat ». Vous disiez, la semaine de 4 jours, j'ai été licencié de chez mon employeur, j'étais chez Accenture. On m'a dit que je pouvais être un des patrons au niveau mondial, mais qu'il fallait que je renonce à parler de la semaine de 4 jours. Ça fait 30 ans que j'explique qu'on peut vivre mieux et créer des emplois avec la semaine de 4 jours. Je suis allé au PS, j'ai cru à un moment que le PS allait être capable de se réveiller. Après la baffe qu'ils avaient pris le 21 avril 2002, je me suis dit, ils ont pris une telle baffe, Jospin qui n'est même pas au deuxième tour, je me suis dit, peut-être qu'ils vont se mettre au boulot. Puis après ça, j'ai cru à un moment qu'Europe Écologie était la solution, mais j'ai vu qu'il y avait des mafieux comme Jean-Vincent Placé qui tiraient les ficelles et qui étaient prêts à faire des deals avec le PS sans changement de politique. Et c'est pour ça que donc je n'ai pas honte. C'est marrant parce que les gens me demandent pourquoi j'ai changé, et certains rigolent. À chaque fois, on a fait ces changements avec Stéphane Hessel. Stéphane Hessel qui était un grand résistant et que beaucoup de gens admiraient. Et avec Stéphane Hessel, on est allé au PS en espérant le faire bouger. Avec Stéphane Hessel, on a quitté le PS en espérant qu'Europe Écologie allait être un vrai parti au service du bien commun. Voilà, donc je crois que c'est les mêmes combats. Je crois que c'est les mêmes combats, simplement, effectivement, quand François Hollande arrive et que le PS et Europe Écologie sont au pouvoir pendant 2 ans, surtout que c'est Macron qui tire les ficelles, qui est le numéro 2 de l'Élysée, surtout que la politique qu'ils ont faite était vraiment décevante. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec des gens d'Europe Écologie, mais à l'époque, j'avais montré comment un certain Jean-Vincent Placé avait gagné 150 000 € en 3 jours avec son centre de formation, et j'avais demandé qu'on enquête un peu sur ce qui avait été fait, et je m'étais fait déchirer par les dirigeants d'Europe Écologie. Et en ce moment, d'ailleurs, petite info, c'est tombé aujourd'hui, Jean-Vincent Placé est poursuivi pour agression sexuelle aussi. Hein. Mise en examen Je sais plus, mais bon voilà, c'est tombé dans la presse aujourd'hui. Ok. Léa. La société que vous décrivez, votre idéal de société, ressemble à une société humaniste, une société qui prend en compte les difficultés sociales, les difficultés économiques, une société qui préserve son environnement, sa nature. Moi, je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne soit en train de faire ça actuellement. Quel est votre rapport, vous, à l'Union européenne, qui est député européen et qui, en plus, en tant que rapporteur général du budget,
vous avez dû faire une grève de la faim pour vous faire entendre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être impuissant ou au mauvais endroit ? Je pense effectivement que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on se rassemble vraiment et qu'on gagne au mois d'avril prochain. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la France qui bloque beaucoup d'évolutions. Est-ce que oui ou non on taxe la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux et pour le climat ? Angela Merkel était d'accord, le Premier ministre portugais était d'accord, les Italiens étaient d'accord. Oui, il n'y a pas que des progressistes au sein de l'Union européenne. Enfin, on voit il y a quand même 12 pays qui veulent créer un mur aux frontières extérieures. Ce qui est absolument scandaleux. Donc c'est totalement scandaleux et le Parlement demande qu'il y ait des sanctions et on vient de lancer un recours contre la Commission européenne parce qu'elle tarde à prendre des sanctions. Donc on est d'accord. Je fais partie des députés qui ont voté contre la politique agricole qu'on nous propose il y a 2 semaines, en disant que cette politique agricole ne tient pas compte du tout ni des problèmes de climat, ni des problèmes de santé, aussi bien des santé des agriculteurs que la santé des consommateurs, ni de la biodiversité. Et simplement, hélas, parmi ceux qui poussent pour continuer toujours la même logique de capitalisme, de productivisme, et tant pis pour la santé des agriculteurs, tant pis pour notre avenir, c'est Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture français, et Emmanuel Macron. Donc il y a vraiment un enjeu fondamental. Moi, j'ai rien contre Macron, comme personne. Au début, il y a 4 ans, j'ai cru que je ne serais pas d'accord avec lui en matière sociale et en matière fiscale. Ça, je le savais. Je n'ai jamais fait sa campagne, évidemment, et je savais qu'on ne serait pas d'accord sur les questions économiques et fiscales et sociales. Mais je pensais que sur l'Europe et sur le climat, il allait peut-être faire des grandes choses. Et je vois comment il n'a rien fait. Il avait promis un grand budget. Jean, vous parlez du plan de relance. Ouais. Mais je suis rapporteur général du budget et je vous dis que le budget pour 2022, le budget de l'Europe en 2022, sera plus petit si on tient compte de l'inflation que le budget de 2019. Voilà. Vous avez le sentiment que ça se joue au niveau de l'exécutif. Donc, le sentiment qu'en fait, l'Europe, le pouvoir, il est à Paris, à Berlin, dans les capitales. Au niveau de l'exécutif. Et que même, il faut qu'ils disent l'inverse quand on leur demande. Non, pardon, n'importe qui vous fait du cours de droit européen vous dit que l'essentiel du pouvoir, c'est les chefs d'État. Et voilà. Et que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de recommencer à 27. Voilà. Si effectivement il fallait changer l'Europe à 27, ce serait très compliqué. Même en étant optimiste, je vous dirais, c'est foutu. Par contre, il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer en coopération renforcée. Par exemple, suite à ma grève de la faim, on a eu un document de la Commission européenne qui dit « oui, il suffit de 9 pays pour taxer la spéculation ». Oh, je l'ai recité la semaine dernière au Parlement, j'ai montré le document, la Commission européenne disait « il suffit de 9 pays pour taxer la spéculation, il faudra un accord avant la fin 2022 ». Hélas, parmi les grands, il y a la France qui bloque et donc les autres. Le jour, le conseiller d'Angela Merkel me disait « Pierre, c'est pas la peine d'insister, je suis un fan de l'idée de taxer la spéculation ». Et Merkel, en 2014, avait déjà dit qu'elle voulait le faire, mais Merkel ne peut pas en faire une priorité si elle sait qu'elle va se prendre un râteau parce que Macron n'est pas d'accord. Peut-être qu'à la place de Merkel, je ferai autrement, mais je ne suis pas à la place de Merkel. Donc il y a vraiment un enjeu, il y a un enjeu fondamental à profiter des élections parce que c'est une nouvelle équipe qui arrive et je me fous que le chef s'appelle Jean-Luc ou Anne Hidalgo ou Yannick Jadot. Pardon, mais s'il y a une équipe qui arrive au mois d'avril, ce sera la présidence de la France. Vous savez, l'Europe, c'est bizarre. Tous les 6 mois, il y a un nouveau pays. Ouais. Donc si nous, on arrive, je l'ai dit à Anne Hidalgo, je l'ai dit à Jadot, je l'ai dit et François Ruffin l'a dit à Mélenchon, mais putain, peut-être qu'on n'est pas d'accord à 100%, mais il y a des choses fondamentales sur lesquelles on est d'accord. Taxer la spéculation, changer la politique agricole, une vraie politique du logement, améliorer les retraites. Et ça, c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui le feront. Par contre, nous, si on est ensemble, on arrive au pouvoir en avril et dès le mois de mai, ce sera la présidence française, on fait un sommet européen extraordinaire. Le mois de mai, la présidence française, c'est du 1er janvier au 1er juin. Au 30 juin. Au 30 juin. Donc mais en 2 mois, vous allez révolutionner... La réponse est, vous savez, Léa, combien de temps il a fallu entre le moment où Jean Monnet a eu l'idée de l'union charbon et acier et le moment où Adenauer dit oui? 2 semaines. Et là, c'est mûr. Pardon, c'est mûr, excusez-moi. Je le redis, même la Commission européenne, le commissaire européen est un mec de droite. Déjà, mettez-vous d'accord pour vous présenter ensemble. Mais c'est ce que je dis, c'est le but de la primaire populaire. Vous savez, on est déjà plus de 200 000. Il y en a qui rigolaient quand on a lancé cette idée. C'est des jeunes, c'est pas moi. C'est des jeunes engagés pour le climat. C'est des jeunes féministes. C'est des jeunes engagés. Ici. Tout à fait. Mathilde était à ma place. Je sais bien, je vous écoute régulièrement. Voilà. Mais certains ricanaient, y compris quand vous avez donné la parole à Mathilde. Et là, on vient d'être plus de 220 000 qui avons signé. Christiane Taubira a redit hier qu'elle était d'accord et qu'il faut qu'on se rassemble. Même si on n'est pas d'accord à 100%, on peut se rassembler. De même qu'aux États-Unis, Bernie Sanders, Kamala Harris, Joe Biden n'étaient pas d'accord à 100%, mais ils ont eu un débat. Du coup, mais c'était déjà au sein du même parti. Attendez, ça n'a rien à voir. Bernie Sanders n'était pas chez les démocrates. Oui, mais enfin, certains disaient Bernie Sanders, tu devrais faire avec le ticket démocrate dans tous les cas. Bernie Sanders, certains lui disaient, écoute, l'élection, la primaire est truquée, tu devrais faire ta campagne dans ton coin. Et il aurait fait une très belle campagne, il aurait enthousiasmé les gens. Ce mec est assez génial, mais il a préféré jouer en équipe.
Parce qu'il n'a pas le choix. Non, c'est pas qu'il n'a pas préféré. C'est que le système politique américain ne lui laissait pas le choix. Il aurait pu faire sa candidature, il aurait sans doute fait un score très très faible. Bien sûr que c'est le bipartisme qui est dominant depuis très longtemps. Vous avez eu 3 candidats aux États-Unis. C'est pas du tout le même système, désolé, c'est pas comparable. Il aurait très bien pu, mais au Chili, celui qui représente la gauche aujourd'hui au Chili au deuxième tour, il vient d'une primaire. François Hollande ou Benoît Hamon étaient désignés par des primaires. En Hongrie, face à la catastrophe qui se prépare, toutes les oppositions étaient capables de faire une primaire. Voilà, je vous dis pas que c'est... On est dans la Ve République, puisque, hélas, on est dans la Ve République. En Allemagne, c'est plus facile. Chaque parti peut se compter, il faut une coalition après. Au Portugal, ils se comptent, et puis il y a 6 partis de gauche qui se mettent d'accord pour après. En France, on est foutu si on n'est pas capable de se rassembler. Est-ce que vous pensez vraiment que des partis de gauche qui ont d'ores et déjà désigné leurs candidats par leur processus interne, Jean-Luc Mélenchon a eu ses 260 000 parrainages citoyens, Yannick Jadot a remporté une primaire des écologistes, Anne Hidalgo a été élue par les instances du Parti socialiste, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont prêts à se soumettre à un processus organisé par la primaire populaire? C'est pas organisé par la primaire populaire, c'est qu'il y a, j'ai vu une enquête qui dit que 75% des gens qui votent souvent à gauche ou qui veulent la justice sociale, parce que le mot gauche, il y a des gens qui sont... Admettons. Voilà, ce serait une trahison démocratique de ne pas le faire. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'y en a aucun ou aucune qui se détache. J'ai montré ça aussi bien à Jadot qu'à Hidalgo. Le total des 5 candidats de gauche était à 31% il y a quelques mois. 31%, on est tombé à 23%. Aujourd'hui, on est en train de décourager tous ceux et celles qui pourraient voter pour nous, faire campagne avec nous. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont réconciliables? Parce que c'est aussi ça, la raison pour laquelle Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas dans le même bateau, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des clivages à gauche qui sont irréconciliables? La réponse est non. Parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur les questions européennes, a changé d'avis. Je suis désolé, mais il y a 2 semaines, on était... Sortir des traités, c'est changer d'avis par rapport à... Il ne dit plus qu'il faut sortir des traités. Non, c'est ce qu'il disait il y a 5 ans. Excusez-moi, j'étais avec Manon Aubry l'autre jour, Manon Aubry qui était la tête de liste de Mélenchon. On était ensemble avec les copains de Yannick Jadot, le directeur de campagne de Yannick Jadot et Manon Aubry, Emmanuel Bompard, le directeur de campagne de Mélenchon. On était tous ensemble pour dire il faut une autre politique agricole commune. Ils étaient très contents d'ailleurs, tous, ils ont fait des infographies pour montrer qu'on était ensemble pour voter contre cette politique agricole et qu'on en voulait une autre. Et je leur ai dit, les amis, on ne peut pas dire qu'on est super content d'être ensemble à Bruxelles pour dire non à cette politique et en fait laisser Macron ou Darmanin. Je suis désolé, je suis d'accord avec vous. Pardon, mais on peut pas verser à Bruxelles, vous êtes unis dans les régionales, vous n'êtes pas unis à la présidentielle. On est complices de Darmanin. Je suis désolé, l'autre jour j'ai écouté Darmanin sur France Inter, je me suis dit purée, mais 5 années de Darmanin, c'est l'horreur. Quand on voit 5 années avec Bruno Le Maire, vous avez vu quand Joe Biden a proposé un taux minimum d'impôt sur les bénéfices à 21% au niveau mondial, Biden dit il faut rompre avec la concurrence fiscale, il veut un impôt à 21%, et Bruno Le Maire dit oui, mais à 12%. Voilà, donc on a une équipe qui a du sang sur les mains, je suis désolé de le dire, c'est pas un problème théorique. Le chômage fait 15 000 morts chaque année. Tous, peut-être on a un bon revenu ici, on est tous bien intégrés. Le chômage tue 15 000 personnes chaque année. Donc laisser une équipe au pouvoir qui ne fait rien pour le climat, qui ne fait rien contre la précarité, qui veut diminuer les retraites, voilà. Et je trouve que, y compris sur les questions européennes, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qu'on peut engranger tout de suite, que si on gagne les élections, si on se rassemble grâce à la primaire populaire, dès le mois de mai, dès le mois de juin, on peut avoir un accord pour taxer la spéculation, on peut lancer une autre politique agricole, et après ça, il y a des choses qu'il faudra redémarrer à quelques pays. Ceux qui disent que tout se fait à l'unanimité, c'est faux. Regardez par exemple l'espace Schengen, le fait d'aller d'un pays à l'autre sans avoir des frontières, au début on a commencé avec 5 pays. 5 pays. L'année suivante, on était 8 et maintenant, on est 28. Donc, ça veut dire que s'il y a en France, il y a une volonté de faire bouger les choses, en plus en Allemagne, ceux qui arrivent au pouvoir, ce sont les écolos et les sociodémocrates qui veulent accélérer la sortie du charbon et qui cherchent des financements. Est-ce que la raison pour laquelle on n'a pas d'union de la gauche pour cette présidentielle 2022, c'est pas aussi une question de renouvellement de l'offre politique et des personnalités politiques? Jadot, Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les candidats les plus frais et les plus nouveaux qu'on ait eu dans la vie politique française. Le relatif succès de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste s'explique aussi par le fait que c'est une relativement elle aussi, mais nouvelle personne. C'est quelque chose de frais. Il y a des nouvelles problématiques à gauche qui arrivent. L'écoféminisme en est un. Elle a réussi à le porter. Ça dit quelque chose. Il y a un besoin de sang frais dans la politique, notamment à gauche. À coup sûr. Est-ce que vous pensez que vous le représentez, vous? Je ne sais pas, j'apporte, je crois, des idées un peu nouvelles, des pratiques un peu nouvelles. Quand les gens d'Extinction Rébellion viennent devant le Parlement européen, et encore l'autre jour, quand j'ai fait ma grève de la faim, les gens d'Extinction Rébellion venaient chanter devant le Parlement tous les soirs, ce qui était plutôt sympa. Et il y a quelques semaines, on a fait une action non violente ensemble devant la Banque de France pour dire que les banques françaises sont les pires. Dans le monde entier, les investissements dans les énergies carbonées ont baissé l'an dernier à peu près de 8%, mais les banques françaises, c'est plus 25%. Et la Banque de France ne fait rien. Donc j'ai l'impression que, même si je ne suis pas tout jeune, j'ai un peu plus de 50 ans, mais je crois que
peut-être que les idées que je porte, la semaine de 4 jours, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés avec l'idée qu'on peut passer à 4 jours sans baisse de salaire. Et j'ai réussi à convaincre des patrons que c'était possible. Quand vous mangez un yaourt Maminova, du jambon Fleury-Michon, de la brioche Pasquier, c'est moi qui ai convaincu ces patrons de passer à 4 jours sans baisser les salaires. Parce que, voilà. Et l'idée, c'est que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée des emplois. Donc, moi, je serais content d'être dans l'équipe. Et pardon, quand vous dites qu'il n'y a pas de renouveau, c'est un point important. Certains vous disent, oui, mais Jadot, il est ceci, Hidalgo, il est cela, Mélenchon, voilà. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Un peu de modestie. Aucun ou aucune de nous n'a toutes les solutions. Ce qu'il faut faire en Afghanistan, ce qu'il faut faire contre l'échec scolaire, ce qu'il faut faire pour les retraites, ce qu'il faut faire, voilà. Aucun de nous. Moi, je suis très copain avec Lilian Thuram, j'adore Mbappé, mais Lilian Thuram n'a jamais cru qu'il pouvait gagner un match tout seul, voilà. Donc, c'est en équipe qu'on peut gagner. Et ceux qui vous disent que Tartampion est trop mou, je leur rappelle que Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Léon Blum ne voulait pas il pensait que c'était une idée stupide, mais le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple ne s'est pas rendormi. Le peuple est resté dans la rue pour dire on veut des congés payés. Et Léon Blum a accepté et a fait les congés payés. Tandis que si on a vu un monsieur de droite qui aurait envoyé la mitraille, qui envoyé la troupe, ben, le peuple serait mort dans la rue et on n'aurait pas eu les congés payés. Donc même si tel ou tel parmi ceux-là ne vous paraît pas génial, je préfère à coup sûr avoir Jadot ou Hidalgo ou Mélenchon plutôt que d'avoir Macron pendant 5 ans ou Le Pen. Parce qu'on parle beaucoup de Zemmour, mais Le Pen dans le dernier sondage est à 46%. Il y a tellement de gens qui sont au second tour. Il y a tellement de gens qui sont humiliés, un système économique et politique qui humilie les gens, qui provoque autant de souffrance et de colère. On risque d'avoir une très mauvaise surprise si la gauche ne se rassemble pas. Il y a Gaspard qui a une question pour vous. Vous n'avez pas l'impression justement de brouiller un peu les pistes? Parce que quand on lit des choses sur vous dans la presse, on apprend que vous avez signé le serment de Romainville pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est une grève des parrainages, c'est ça, tant qu'il n'y a pas une démarche d'union de la gauche. Vous rappelez et également... Je me souviens de ça. Mais tout ça est cohérent, pardon. C'est pour dire qu'on veut soutient tous la primaire populaire. Ça, c'est que des élus qui disent on donnera pas, on est en train de... Comme vous savez, il faut 500 signatures pour être candidat. Vous nous dites... Et pardon, tout ça, c'est pour dire juste qu'on donnera notre signature à celui ou celle qui aura gagné la primaire populaire. Tout ça est très cohérent. Vous nous dites aussi ici que 5 candidats à gauche, c'est ridicule, c'est suicidaire même. Et du coup, est-ce que la primaire populaire, justement, ne vient pas un peu brouiller les pistes? Parce qu'on va peut-être pas être dans... Enfin, moi, je vais pas me faire fervent défenseur ce soir, forcément, de cette primaire populaire. Vous n'avez pas l'impression que ça brouille les pistes? Et justement, ça amène ce trop-plein de candidatures. Mais non, ça parce que l'idée, c'est que, pardon, pour les ce que électeurs demande de la gauche, primaire populaire, il y a plein de gens sans doute qui n'en ont pas encore entendu parler, peut-être que je parle trop vite et que je ne suis pas clair. Ce que dit la primaire populaire, c'est qu'on a un socle commun. Avant de parler de Tartampion, Tartemuche, qui est le chef d'équipe, d'ailleurs, honnêtement, c'est grotesque de vouloir absolument être à l'Élysée, alors que tous ont dit qu'il faudra une réforme, qu'il faudra mettre en place une 6e République, où le rôle de celui ou celle qui est à l'Élysée sera plus faible, parce qu'on en a marre d'un système monarchique, et tous ont dit qu'il faut mettre en place une 6e République. Oui, mais ça a du sens de se présenter quand même à l'élection. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais je dis juste que c'est pas... Puisque le rôle de celui ou celle qui sera à l'Élysée sera plus faible et que le rôle du Premier ministre sera plus important et que le rôle de l'Assemblée sera plus important et que le rôle des citoyens, par exemple, Nouvelle Donne propose une loi d'initiative citoyenne qui fait que des textes venus des citoyens ont autant d'importance qu'un projet de loi. C'est ridicule de se déchirer pour savoir qui est à l'Élysée avec le fait qu'on sait tous qu'on n'aura aucun de nous ne sera à l'Élysée si on a 5 candidatures concurrentes et qu'en fait on va laisser Macron qui lui ne fera aucune évolution vers une 6e République plus démocratique. Donc tout ça est cohérent. La primaire populaire, c'est dire Yannick Jadot, il y a d'abord eu un socle commun. Il y a eu un travail qui a été fait par 13 partis politiques, y compris des copains de Mélenchon qui naissent toutes les semaines, des copains de Jadot, des copains de Hidalgo, des copains d'Éric Piolle, de Sandrine Rousseau. On s'est mis d'accord sur 10 réformes importantes. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est peut-être pas d'accord à 100%, mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver les retraites? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une 6e République plus démocratique? Comment on relance la réduction du temps de travail sans baisser les salaires? Voilà, on s'est mis d'accord sur 10 choses qui changeraient la vie quotidienne de millions de gens que on a tous en commun, toute la gauche et les écolos et même les gens qui ne se disent pas de gauche mais qui veulent la justice sociale, qui veulent lutter contre les discriminations. Et ces 10 trucs sont vraiment importants et c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui le feront. Et après ça, pour savoir qui est le chef d'équipe, et parce qu'il y a quand même des différences. Sur la sortie du nucléaire, on n'a pas tous le même calendrier. On n'a pas le même calendrier. C'est des points de divergence quand même. Oui, mais on n'a pas le même calendrier. C'est aussi une question de philosophie. Non, pardon. Entre Emmanuel Macron qui veut relancer une stratégie de construire des nouveaux EPR. Je ne parle pas de Macron, je ne le mets pas dans l'union de la gauche. Ça m'était pas venu à l'esprit maintenant. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une différence fondamentale. Il y a une différence. Entre le PCF et la France Insoumise, et même les écolos et le PS. Excusez-moi, il y a une différence sur le calendrier. Et en fait, personne n'est sûr de son calendrier tant qu'on n'a pas fait un énorme effort pour isoler les bâtiments. Moi, j'en ai marre. Les grandes promesses, la vérité. Je sais, l'isolation des bâtiments, toute la gauche est pour. Avoir moins de consommation d'énergie, que ce soit ensuite que l'énergie vienne d'une centrale nucléaire ou d'éoliennes, on peut en discuter, mais je suis d'accord avec vous, ça, toute la gauche le propose. D'accord. Ça, c'est un point de convergence. Vous avez raison de mettre l'accent sur les points de convergence. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a aussi
vis des points de divergence à gauche et que je m'interroge sur le fait de savoir si est-ce qu'il n'y en a pas quelques-unes qui sont indépassables en fait. Et justement, à notre grande surprise, y compris quand Mediapart, un de vos collègues de Mediapart, il y a 3 mois, nous disait qu'il voulait faire un débat pour montrer que, contrairement à ce que disait Manuel Valls, non, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Et on nous demandait quels sont les points que vous avez en commun. Et c'est quelqu'un de chez Mélenchon qui a dit, mais même sur l'Europe, on n'est peut-être pas d'accord à 100% sur le calendrier, mais on est, y compris dans le socle commun, il y a des choses sur l'Europe. Et c'est quelqu'un de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon qui a levé la main pour dire, mais même sur l'Europe. Voilà. Plus personne ne dit qu'il faut quitter l'Europe, plus personne ne dit qu'il faut sortir de la zone euro. Par contre, oui, on peut dire que l'argent de la Banque Centrale Européenne peut être utilisé non pas vers la spéculation, mais vers une banque du climat. Justement, puisqu'on en parle, sur les questions identitaires, vous voyez bien qu'elles ont pris une place folle dans le débat public. Là, vous entendez parler, par exemple, de changer la vie, ce qui est très, voilà, ça nous ramène aux grandes années, le programme commun, etc. Quand la gauche avait de l'ambition de transformer la société sur les questions économiques et de justice sociale, bien sûr, mais pas seulement. Un changement aussi culturel, plus de liberté, plus de création, etc. Oui. Et plus de vivre ensemble. Oui. Le problème, c'est un début de la semaine de 4 jours. Pardon, je vous laisse parler, Gilles, mais c'est un début des 4 jours. C'est avoir du temps pour vivre. Il y a une offensive identitaire. Et vous nous parlez semaine de 4 jours et budget, mais en fait, il y a des gens qui, eux, ne parlent pas du tout de ça et sont en train d'installer des angoisses à laquelle la gauche a du mal à trouver un contre-discours, ces angoisses identitaires. Ce qui fait qu'on se retrouve acculé, nos autres sujets sont inaudibles parce qu'on ne parle de toute façon que de ça, et que, alors, par exemple, Mélenchon essaye, il dit, bon, on va faire créolisation, voilà, sur ces questions-là, on va opposer un discours de créolisation. Anne Hidalgo, vous voyez, en effet, puisqu'on parlait des deux gauches irréconciliables, Anne Hidalgo n'a pas du tout la même stratégie. Elle a dit, bon, moi je ne ferai pas campagne sur le wokisme, elle est assez proche des réseaux printemps républicains, mais ça en effet, la gauche est coupée en deux là-dessus, et si c'est ça un des sujets principaux de cette campagne, vous voyez bien que ça va être difficile. Vous portez quoi comme discours? Qu'est-ce qu'il faudrait que la gauche porte comme discours là-dessus? Parce que moi, ce que j'entends pour l'instant, c'est, en fait, il ne faudrait pas qu'elle en parle. Ah non, pardon, c'est pas ce que je dis, mais les questions d'identité. Je crois que la semaine dernière, vous aviez un député qui s'appelait Saint-Martin. Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget français. Ça, voilà, et ça m'a amusé parce que Saint-Martin, je crois que c'est un des noms de villages les plus courants en France. Et c'est ça l'identité française, une des sources de l'identité. Voilà. C'est quoi, c'est Saint-Martin? Saint-Martin, c'est un militaire qui a coupé sa tunique en deux pour protéger un pauvre. Voilà, il a moitié de la tunique, il a coupé. Donc c'est ça, et c'est le nom de famille le plus répandu en France, le nom de village le plus répandu. Donc c'est pas un gars qui est là pour dire il y a trop de pauvres, on les fout dehors. C'est quelqu'un qui dit, les valeurs de la France depuis des siècles, c'est protéger et partager. Voilà, Saint-Martin est le nom de village le plus répandu. Et c'était même pas un bon français de souche, ça va énerver M. Zemmour et Mme Le Pen. C'est quelqu'un qui était hongrois de mémoire. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le racisme? Donc, et après ça, je pense que l'identité... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur une société gangrénée par le racisme? Quel contre-discours porte la gauche là-dessus? C'est montrer qu'on peut accueillir, on peut être une société qui peut être fraternelle. Moi, quand j'étais petit, on avait 3 réfugiés à la maison. La France avait accueilli 150 000 boat people sans aucun problème. 150 000 en un an, spontanément, qu'on avait répartis dans tous les villages. Nous, on avait une bonne maison parce que papa travaillait à EDF. Il y en avait 3 jeunes qui étaient venus, aucun problème. Ils étaient restés avec nous pendant 3 ans. Aujourd'hui, on est 3 fois plus riches. On veut nous faire croire qu'on n'est pas capable d'accueillir des réfugiés. Et juste, est-ce qu'on est capable aussi d'avoir une politique de l'emploi? Une politique de l'emploi, pardon, excusez-moi. Les régularisations massives de sans-papiers. Ma femme, quand elle est arrivée à l'école, elle ne parlait pas français. Elle était d'une famille qui est arrivée en France pour des raisons économiques. Mais ce n'était pas des ghettos. Ils ont trouvé tous les deux, un boulot au SMIC. Ce n'était pas génial, mais un boulot pas en situation de précarité. Ils sont arrivés dans un quartier populaire, c'était pas un ghetto. Et l'école les a parfaitement intégrés. Quand ma femme est arrivée à l'école, elle parlait pas français, maintenant elle est professeure. On comprend. Donc est-ce qu'on se donne les moyens? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une politique de l'emploi? Une politique, oui, mais je montre qu'on peut créer 2,5 millions d'emplois. Est-ce que vous régularisez tous les sans-papiers? Non, je ne les régularise pas tous. Par contre, on peut les accueillir de façon digne et on n'en laisse pas aucun se noyer, pardon. Et on met en place une vraie politique de développement et les pays d'Afrique. Je suis désolé, mais quand je fais une grève de la faim, c'est aussi pour qu'il y ait des dizaines de milliards qui arrivent en Afrique pour permettre un développement et que les réfugiés qui sont sur notre territoire, on les accueille de façon digne. L'Allemagne, juste une courbe. Ça, c'est l'évolution, juste une courbe, pour montrer à Zemmour et à Le Pen qu'ils se foutent du monde. Ça, c'est l'évolution de la croissance en Allemagne depuis 50 ans. Voilà, tous ceux qui vous disent il suffit d'avoir une politique industrielle, la croissance va revenir, c'est du pipeau. Voilà. Mais ce qui est très intéressant... devant la France quand même. Hein. Non, justement, pendant la France... 0,9%, c'est sur quelle année, pardon? Entre 2000 et 2010 voilà, et la France, voilà. C'est juste pour vous dire que tous ceux qui disent la France, c'est foutu, il faudrait faire comme en Allemagne. Voilà, ça pourrait être un jeu. La prochaine fois, vous faites le quiz à la con. C'est où est la France et où est l'Allemagne. Mais ce qui m'intéresse c'est partout en Europe, la croissance molle, effectivement. Mais c'est pour vous dire, premier point, c'est pour ça qu'on veut relancer le débat sur la semaine de 4 jours, c'est que la croissance ne reviendra pas et qu'il faut trouver des moyens de créer des emplois sans croissance. Mais ce que je voulais montrer sur l'accueil des réfugiés, désolé, je suis économiste et rapporteur du budget. Donc quand je vais à Berlin, j'ai aussi des courbes avec qui, quand je vois des ministres, des hauts fonctionnaires, j'argumente
là-dessus. L'Allemagne était quasiment en récession. L'Allemagne n'avait que 0,4 de croissance et avant qu'elle accueille 1,5 million de réfugiés syriens. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équivalent de l'INSEE en Allemagne. L'Allemagne est en train de causalité non plus. Mais ça, on revient à l'économie. Si, excusez-moi. D'accord, donc ce sont bien l'économie. Ça répond pas aux questions de l'hostilité aujourd'hui du champ médiatique. Mais excusez-moi, je fais des débats. La parole de la gauche face au racisme ambiant et qui se généralise au sein de l'opinion publique, au sein des médias, au sein de la classe politique, et vous ne trouvez pas que la réponse est vraiment trop timide ? Je trouve que la réponse est beaucoup trop timide. Je pense qu'on sera nombreux. Il y a une manif bientôt contre la bollorhisation des esprits et contre le Zemmour. Et je crois qu'on sera aussi nombreux. Il y a une autre manif le 11 décembre pour dire il faut qu'on se rassemble. La meilleure réponse, la gauche est inaudible aussi parce que les gens se disent qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive au deuxième tour. Et parfois on a peur d'avoir un discours sur l'accueil des réfugiés ou sur la politique de justice sociale. Et je crois que c'est cohérent de dire qu'on peut avoir une politique qui accueille et que c'est cohérent avec une politique qui peut créer 2,5 millions d'emplois. Je suis peut-être un des rares qui est assez fou pour encore parler de la semaine de 4 jours. Quand je parle d'un plan climat, si je montre effectivement qu'on peut créer 900 000 emplois avec le plan climat qu'on propose, avec la taxe sur la spéculation, avec une fiscalité européenne, et les gilets jaunes ont été entendus, c'est pas eux qui paieront, on peut créer 900 000 emplois avec un plan climat. Avec la semaine de 4 jours, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires et en créant des emplois. C'est une qualité de vie nouvelle et ça peut créer 1 600 000 emplois. Donc rien qu'avec ces deux idées, un vrai plan climat et la semaine de 4 jours, on peut créer 2 500 000 emplois. À la régularisation des sans-papiers, donne aussi des idées sur la politique du logement. Pourquoi vous les régularisez pas ? Je ne pense pas qu'on peut les régulariser tous immédiatement, mais je pense qu'on peut avoir une politique qui permet qu'ils vivent dignement et qu'on permette d'avoir un développement des pays du Sud qui fait qu'il y en a qui viennent en France aussi parce qu'ils sont en train de crever dans leur pays de naissance. Voilà. La crise de 2015, pour revenir sur la crise des réfugiés de 2015, avait été gérée au niveau européen avec une clé de répartition et d'accueil dans les pays de l'Union européenne. C'était la manière collective qu'avaient les pays, les 27, de répondre à cette crise. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un mécanisme similaire pour les réfugiés? Ils sont beaucoup moins nombreux. La réponse est oui à 150%. À la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Pardon, j'aurais dû alors le dire tout de suite. La réponse est oui, et que l'Europe donne des financements et que ce ne soit pas les pays frontaliers qui soient obligés d'accueillir tout le monde, qu'on puisse les accueillir de façon équilibrée sur l'ensemble des... Voilà, et qu'y compris quand il faut nourrir des gens, quand il faut agrandir des écoles, quand il faut construire des logements, parce que oui, c'est une des raisons pour lesquelles l'économie allemande a redémarré, c'est que quand vous accueillez 1,5 million de gens, c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence, et puis c'est de l'argent qui va à l'éducation. Voilà, oui, ça. Et donc je pense que l'Europe pourrait financer, que ce ne soit pas les pays, en particulier les pays du Sud, autour de la Méditerranée, qui soient obligés d'accueillir. Il y a une autre crise qui est actuellement toujours sur le sujet migratoire en Europe, mais cette fois-ci dans un sens un peu différent. Ce sont ces migrants qui sont actuellement dans le pays de Calais, pays calaisien, en cherchant à traverser la Manche pour aller chez Boris Johnson. Boris Johnson, au Royaume-Uni, donc Boris Johnson est en train d'installer un bras de fer avec l'Union européenne post-Brexit sur le sujet des migrations. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit être ferme avec Boris Johnson sur la question des réfugiés ? La réponse est oui, et je pense aussi qu'il faut qu'on arrête du côté français de leur faire peur, de les mettre dans des conditions monstrueuses. On a tous vu des images où on lacère des tentes, où on les bouscule d'un endroit à l'autre. C'est juste indigne pour la France. C'est pas pour rien si je vous parlais de Saint-Martin. Je suis désolé. Non, on est dans un pays de fraternité. Oui, excusez-moi, mais je fais des débats aux 4 coins du pays quasiment toutes les semaines. J'ai un ou deux débats. Personne ne me dit il y a trop de réfugiés. Personne ne me dit quelqu'un qui s'appelle Mohamed doit changer de prénom. Non, mais on est en train de se laisser polluer par une chaîne de télévision CNews qui fait 0,3% d'audience. Je sais que M. Bolloré est très riche. Je sais qu'il a donné 40 000 € par mois, enfin 20 000 pour que Zemmour ait des provisions, mais on ne va pas laisser tout le débat politique pollué par ces gens qui n'ont aucune solution, qui jouent sur les peurs. Donc ça veut dire que vous préconisez la révision des accords du Touquet ? Je pense qu'il faut les réviser effectivement, mais je pense qu'en attendant, c'est juste scandaleux la façon dont ce sont des hommes et des femmes, ce sont des jeunes et des vieux qui ont le droit de vivre dans la même dignité que nous. Et comment se fait-il qu'on puisse avoir peur de ces gens-là? J'en aurais honte. Quand Emmanuel Macron nous disait qu'il avait travaillé avec Paul Ricoeur, je pense que Paul Ricoeur se retourne dans sa tombe. Je vous parlais tout à l'heure de la dernière interview de Michel Rocard. Michel Rocard, 3 semaines avant de mourir, a fait sa dernière interview où il expliquait que le combat fondamental de la gauche, c'est la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours pour lutter contre le chômage, lutter contre les burn-out et vivre mieux. Et il se moquait de Manuel Valls et de ce pauvre Macron qui n'avait pas compris ça. La question de la réduction du temps de travail. Je crois que sur la question de l'accueil des réfugiés, c'est d'abord une question de dignité humaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne supporterai pas d'avoir Darmanin 5 ans de plus au pouvoir. Vraiment, l'autre jour, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est juste l'horreur. Et je redis à Yannick Jadot, à Anne Hidalgo, à Jean-Luc Mélenchon, nous sommes complices de Darmanin. Ça ne sert à rien de le critiquer et de verser des larmes de crocodile sur ceux qui meurent dans la Méditerranée ou dans la Manche, si en fait, par notre dispersion, on laisse 5 années de plus à Darmanin
et à Macron, nous sommes complices. On va revenir là-dessus, Pierre Larouturou, parce que c'est effectivement la réduction du temps de travail est votre cheval de bataille depuis des années. Vous prenez la semaine de 4 jours, les 32 heures de travail. Il y a une idée nouvelle qui est apparue à gauche ces 10 dernières années, c'est la question du revenu de base, du revenu universel, du revenu, appelons-le comme on veut, mais l'idée d'un modèle de versement de prestations universelles à tout le monde, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez ? Ou est-ce que vous êtes pour les revenus du travail ? On est en train d'y réfléchir au sein de Nouvelle Donne. C'est une question. Pardon, je vous dis. Pardon. Là aussi, il y a deux gauches là-dessus. Non, pardon, c'est pas vrai. Je suis désolé. Il y a une gauche qui déjà peut se rassembler. Déjà, si on crée 2 500 000 emplois, il y a beaucoup de gens qui pensent que la seule solution, c'est le revenu universel, parce qu'ils pensent que c'est la fin du travail et qu'on ne pourra pas donner du boulot à tout le monde. Je le redis en parlant plus lentement, si on a un vrai plan climat, on peut créer 900 000 emplois et chacun de nous fera 800 € chaque année sur ses dépenses de chauffage. L'autre jour, je voyais un monsieur qui vivait dans un HLM, il dit « ça y est, on a enfin isolé notre HLM, c'est plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage ». Donc quand Valérie Pécresse ou Ciotti ou Xavier Bertrand font croire qu'il faut choisir entre le climat et la justice sociale, ils n'ont rien compris. Un plan qui crée 900 000 emplois, c'est 900 000 familles où un nouveau salaire va rentrer et si chacun de nous économise 800 € chaque année sur ses dépenses de chauffage, c'est plutôt bien pour la justice sociale. Donc, 900 000 emplois ici, 1,6 million avec la semaine de 4 jours. Il faut créer des emplois dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police. Donc, il n'y a aucune fatalité à accepter un chômage de masse. Et quand on voyait les gens qui travaillent sur les territoires zéro chômeur, même si on crée pas tout à fait 3 millions d'emplois, l'objectif, c'est de lutter contre le chômage et l'exclusion. Ce qu'il faut en l'air les gens, c'est pas 6 mois de chômage de temps en temps, c'est pas grave, si on a une bonne indemnité et accès à la formation. Par contre, ce qu'il faut en l'air les gens, c'est le chômage, quand vous êtes au chômage depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est ça l'objectif, il faut lutter absolument contre ça. Gaspard. J'ai une question sur la 6e République. Vous êtes pour la mise en place d'une 6e République, une République dans laquelle le président aurait moins de pouvoir et le Parlement plus. Vous êtes pour débloquer le débat politique et défendez l'idée d'une loi d'initiative citoyenne, concrètement où toute proposition de loi signée par 300 000 citoyens devrait obligatoirement être débattue au Parlement. Moi, je me pose la question de où est-ce que vous vous situez aujourd'hui politiquement sur votre ligne politique. Par exemple, on l'a dit, je l'ai rappelé un peu avant, vous étiez au Parti socialiste auparavant, vous êtes allé et venu. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Larouturou, votre ligne politique, elle n'est pas plus proche de celle d'un Jean-Luc Mélenchon que celle d'une Anne Hidalgo? Qu'est-ce qui vous différencie peut-être concrètement aujourd'hui de la ligne aujourd'hui du Mélenchon d'aujourd'hui? Je crois qu'on sent tous qu'on a besoin d'un changement radical. On voit tous qu'on va dans le mur. Quand vous voyez, il y a eu 700 morts dans les canicules au Canada cet été, 200 morts dans les inondations en Allemagne. Je veux dire, on a été reçus par le pape François parce qu'il voulait montrer qu'il nous soutenait pour taxer la spéculation. Et le pape vous dit qu'un système économique où l'argent domine tout, l'argent devient une idole et fout en l'air la cohésion sociale, il ne vous dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un de mes enfants. Le pape vous dit que ce système, c'est le fumier du diable. Le pape dit ce système économique, c'est le fumier du diable. Ça veut dire que ça sent pas bon. Voilà, c'est une façon, voilà. Et il nous a dit qu'il fallait faire la révolution à Cyril Dion et à nous. Il a dit mais faites la révolution après 2000. Il a dit après 2008, on avait dit qu'on allait tout changer et on n'a rien changé. Mais même le FMI, je ne vais pas vous sortir toutes les courbes. Le FMI vous dit qu'on va vers une crise qui peut être 10 fois plus grave que 2008. Vous voyez, ça c'est la dette sociale des États-Unis. Donc oui, il y a besoin d'un changement radical. La question est de savoir comment est-ce qu'on explique. J'ai pas l'impression du coup, en vous écoutant, j'entends un programme keynésien, tout simplement, c'est-à-dire quelque chose où on va gérer en effet les méfaits du capitalisme, ce qui va créer d'inégalités, d'injustices, etc. Mais est-ce que, en effet, comme vous l'avez dit, puisqu'il est question de radicalité, est-ce qu'il n'est pas temps d'installer l'idée que il va falloir lutter très très sérieusement contre les puissances d'argent, contre la bourgeoisie, et je sais pas, exproprier, passer au stade d'après, imaginer la société d'après, le communisme, quelque chose comme ça, parce qu'il va s'agir de les déposséder de leur pouvoir. Vous avez vu, on a parlé de leur pouvoir, on a parlé de la valorisation, on a parlé du pouvoir des lobbies. Vous voyez bien qu'en fait, cette classe a accumulé un pouvoir politique considérable. Il va falloir démanteler son pouvoir. Oui, je et sais pourquoi pas pas démanteler cette classe et passer à un autre système. Je ne sais pas si le communisme est la solution. Moi, je me souviens quand le mur de Berlin est tombé, les gens étaient quand même contents d'avoir un système économique qui marchait mieux. Mais on voit bien que le libéralisme fait des milliers de morts, que ce soit par la pauvreté, par la précarité. Il y a eu plus de morts par le libéralisme que le communisme. Au final, non, mais attendez, je crois qu'on est assez d'accord sur le besoin d'un changement radical. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la bonne métrique. Et je pense que la prochaine
voilà, non, mais est-ce qu'on est obligé de choisir entre la peste et le Rotureau. choléra? Moi, je crois qu'on peut choisir un système équilibré et que c'est peut-être pas le communisme, mais qu'il y a besoin de changements radicaux. Quand vous voyez ce que propose Julia Cagé pour avoir des médias qui ne dépendent pas du fric, il y a déjà des journaux qui le font. Par Ouest France. Non, mais voyez, ça la fait 40 polarisation. ans que la gauche essaie de trouver cet équilibre où on laisse du marché, mais quand même. Et puis en fait, on se fait rouler dessus. Mais pardon, c'est chaque fois. juste qu'ils n'ont pas essayé. Je suis désolé, mais Lionel Jospin, c'est quand même le gouvernement qui a fait le plus de privatisation et qui a fait C'est les celui plus qui a grosses réduit baisses le temps de d'impôts. travail, ça doit Non, vous plaire, on est à 39h10 pendant tout. On en reste. Les 35 heures, c'est pas bon ça? On avait critiqué avec Michel Rocard le fait qu'en fait, la durée légale passait à 35 heures, mais je me souviens, le patron de toutes les PME de France qui disait que sa durée réelle restait à 38h40. Voilà, on avait dit que c'était la gauche qui revenait, mais en fait, le patronat avait gagné tout ce qu'il voulait, le MEDEF avait gagné tout ce qu'il voulait, des gens comme Dominique Strauss-Kahn avaient rassuré les gens, donc vous inquiétez pas, on va baisser la durée légale à 35 heures, mais vous pourrez rester à 38 heures ou 39 heures de durée réelle. En payant beaucoup plus cher, enfin, c'était la fiscalisation des heures supplémentaires. Avec 70 milliards d'exonération à l'époque, avec Stéphane Hessel, on avait lancé un appel pour dire 35 heures, oui, mais avec des emplois, c'est quand même scandaleux de donner autant d'exonération si en fait les gens doivent rester à 38 heures de durée réelle et qu'il n'y a pas des créations d'emplois. On réhabilitera pas Jospin ce soir. Non, pardon, c'est juste pour dire qu'on n'a pas... Et Lionel Jospin, est-ce qu'il a essayé d'améliorer la démocratie? Voilà, vous me dites que j'ai quitté le PS, mais parce qu'il y a une partie du PS qui voulait une plus grande démocratie. Pierre Mendès France avait voté non à la Ve République en disant ce système est trop monarchique, il est dangereux. Et le PS avait dit, si on arrive au pouvoir, même Mitterrand en 74, à Sciences Po, j'ai appris que le slogan de Mitterrand en 74, c'est « Je veux le pouvoir pour vous le rendre ». Il surfait sur le fait que... Voilà, et il n'a rien fait. Et même Lionel Jospin, je suis désolé, mais a plutôt aggravé le problème quand il a inversé le calendrier. Et Mélenchon l'a laissé faire. Donc la question n'est pas de refaire l'histoire ancienne. Moi, je m'en fous de refaire. On a de bonnes raisons de se détester. Et l'autre jour, je leur ai dit, si on n'est pas capable de se rassembler, j'ai invité dans une réunion avec Jadot, Hidalgo, le bras droit de Mélenchon, Julien Bayou, le chef des écolos. Et alors, c'était comment l'ambiance? Tous, ils préparent un accord pour les législatives. Ils nous expliquaient qu'il fallait préparer un accord pour les législatives, mais en même temps, on va avoir 5 candidats au présidentiel. Voilà. Je leur ai dit, excusez-moi, mais si on continue comme ça, nos enfants vont nous détester. Nos enfants vont nous jeter des cailloux et ils auront raison. Vous êtes conscient de la réalité de l'exercice du pouvoir politique, de la force et de la mainmise du pouvoir économique et industriel sur le pouvoir politique. Est-ce que vous êtes en capacité de résister à ce système? Écoutez, je crois que oui, je crois qu'on peut le faire. Moi, j'ai fait peut-être la preuve comme rapporteur du budget qu'en même temps, je suis capable de construire des relations de confiance. Quand je vais voir Christine Lagarde à Francfort et qu'elle me demande de ne pas raconter notre entretien... Oui, mais vous admettez aussi que votre rôle, finalement, est assez minime. Mais peut-être que si j'ai fait la preuve que je suis capable de dialoguer avec plein de gens, d'avoir 70% des députés qui votent mon rapport et en même temps de tenir bon, je sais, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de raison. J'ai été licencié à cause de mes idées, à cause de la semaine de 4 jours, j'ai renoncé à une belle carrière dans le cas... Voilà. Très bien, mais peut-être et je ne suis pas le seul. Et je suis pas le seul. Être à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales, c'est quand même pas la même chose. Je crois qu'il y a... il faut quand même avoir la capacité, je veux dire, anticiper le fait que vous êtes au fait de pression très importante. Et peut-être que si Jospin a échoué, c'était à cause de ça. Non, je crois peut-être que si Mélenchon l'a suivi dans cet échec, c'était à cause de ça. Vous avez dit que je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, sans référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, le pays est sinistré. Il y a des millions de précaires, de pauvres. La plupart des gens ne croient plus à la politique. Le surnom de l'ancien président, c'est Do Nothing. Il n'a rien foutu et la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de solution. Et Roosevelt, alors qu'il est paralysé, remet le pays en mouvement. Il fait passer 15 réformes en 3 mois, 15 réformes. Il fait la séparation des banques. Il donne du boulot à des millions de chômeurs. Il explique, il parle à l'intelligence des gens. Mes amis, dès la première heure où il arrive à la Maison-Blanche, mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et demain, je vais convoquer le Congrès pour faire une réforme des banques. Et les deux assemblées votent le jour même et Roosevelt signe. Une semaine après, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et demain, je demande au Congrès de faire une réforme des marchés agricoles pour améliorer le revenu des paysans. Et les deux assemblées votent le même jour et Roosevelt signe le soir. Et donc, il parle à l'intelligence des gens. Et parfois, il demande au peuple d'aller dans la rue. Il demande au peuple d'aller dans la rue parce que le lobby bancaire veut le bloquer. Le lobby bancaire explique que Roosevelt est un communiste. Les banquiers sont furieux. Maintenant, tout le monde croit que Roosevelt est un grand-père sympathique. Mais à l'époque, il y avait un vrai combat. Les banquiers détestaient Roosevelt en disant que c'était un communiste qui allait tuer l'Amérique. Roosevelt parle à l'intelligence des gens. Les gens comprennent qu'il agit pour le bien commun et il demande aux citoyens d'aller dans la rue pour l'aider. Et Roosevelt fait le bien commun et il est réélu tant qu'il est vivant. Un autre exemple, si je peux quand même, Jean. Un dernier exemple, pour montrer que les politiques ne sont pas forcément des corrompus. Pierre Mendès France, quand il est élu président du Conseil, il dit « Je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine ». Et tous les stupides et tous les racistes et tous les antisémites se moquent en disant « Mais c'est pour qui il se prend ce petit juif? Ça fait 8 ans qu'il y a la guerre et il croit qu'il va faire la paix en 1 mois. » Et Mendès France répond « Je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. » Et bien moi, j'aimerais des hommes et des femmes qui s'engagent, qui gagnent ensemble en équipe et qui disent « Je démissionnerai dans 2 ans si je n'ai pas obtenu une taxe sur la spéculation. Je démissionnerai dans 2 ans si je n'ai pas obtenu un traité de l'Europe sociale. Je démissionnerai dans 2 ans si je n'ai pas investi sur les politiques de logement pour faire baisser les loyers. » Non, parce qu'on se donne les moyens de gagner. Mendès France, il n'a pas abandonné, il a construit la paix.
Au lieu de D'accord. faire carrière et de se coucher devant les lobbies, on est au service et on demande aux citoyens de nous aider. Je l'ai dit, Léon Blum ne voulait pas des congés payés, mais le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple ne s'est pas rendormi. Le peuple a dit qu'il voulait des congés payés et Léon Blum a accepté et c'est une bonne chose. On en profite tous aujourd'hui. Merci Pierre Larouturou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à la primaire populaire. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est une initiative qui propose de rassembler la gauche autour d'une candidature de rassemblement. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la primaire populaire. C'est pour donner le calendrier. Ce sera le 15 janvier prochain que nous connaîtrons la liste définitive des candidats de la primaire populaire. Et le vote aura lieu entre le 27 et le 30 janvier prochain. Et le site, c'est primairepopulaire.fr. Primairepopulaire.fr. Merci à vous, Pierre Jean. Larouturou d'avoir accepté Merci. notre invitation. On va vous laisser quitter le plateau et nous on se retrouve tout de suite pour la conclusion et le débrief de cette émission. À tout de suite.